Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, le 15e de la saison 3, déjà, là, on vous fait un bon vieux au son de la cloche pour commencer et un place au débat. Je trouve qu'on l'a fait de manière très sporadique là, depuis la saison 3. C'est un petit peu notre nouveau segment, là, comme on vous l'avait présenté. Aujourd'hui, vous allez voir un peu géopolitique. Là. J'avoue qu'on avait beaucoup d'intérêt sur le sujet et c'était, vous allez le voir, autant pour le place au débat que pour le haut son de la cloche, là, des sujets vraiment d'actualité. Comme on sent là, que vous avez un intérêt pour ça selon les écoutes là, au courant des dernières semaines. On a essayé de tâcher, là, de vraiment profiter des nouvelles qu'il y avait. Il y en a amplement. Là, on s'entend, on a du matériel énormément pour trouver des sujets et également, là, comme on dit toujours, là, avec vos suggestions. Là. Donc, on vous fait deux sujets quand même d'actualité. Un premier, un petit peu sur le compagnie listée. Là, donc, Gab, je te laisse faire le petit disclaimer là, dans quelques petites secondes. Et le deuxième, là, vous allez voir sur des tensions géopolitiques majeures là, qui, encore une fois, datent de plusieurs années et qui, encore une fois, vous allez voir, là, vous allez peut-être découvrir le côté très géopolitique français de Gab, là, qui a beaucoup d'intérêt et beaucoup de connaissances sur des zones géographiques qu'on parle peut-être un peu moins dans la vie de tous les jours dans l'Europe et plus généralement dans l'Occident. Mais avant de commencer tout ça, Gab, je te laisse effectivement faire le petit disclaimer et la petite introduction pour l'épisode. Oui, puis voilà, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, évidemment, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, il s'agit de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation, évidemment, de passement. Donc évidemment, consultez un expert si jamais vous avez des questions à propos de votre propre situation financière. Je pense que c'est la meilleure chose afin d'éviter de faire des bêtises, tout simplement. On profite aussi, évidemment, le but aussi, vous le savez, du podcast, c'est de discuter, etc. Le sujet du place au débat, il ne va pas non plus être controversé, je dirais pas ça. Mais on va parler, si tu veux, d'enjeux géopolitiques. Et le but, ça va être d'être le plus objectif possible et de pas, comment dire, évidemment, de respecter l'opinion. Faut toujours respecter l'opinion de l'autre. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, c'est malheureux, mais de plus en plus dans les débats, on insulte l'adversaire, etc. Alors que c'est pas du tout le but. Hein. Le but, c'est juste de faire une entre guillemets, confrontation d'idées. Puis vous faites votre propre opinion. Puis au final, vous voyez par vous-même ce que vous préférez. Voilà. Exactement. Donc, commençons ça en force, pour commencer du moins avec le haut son de la cloche. Parfait. Donc, on veut vous parler, là, comme on l'a dit, toujours dans l'actualité. Là, on veut faire un petit topo sur Facebook là, la semaine passée. Et même, on peut le dire, là, les 2 dernières semaines et même le dernier mois là, ont été quand même assez marquants pour Facebook. Là. C'est certain qu'on veut parler, bien évidemment, là, de ce que tout le monde, plusieurs personnes ont chialé. Moi, personnellement, ça m'affecte un peu moins parce que les médias sociaux, je prends ça avec un grain de sel. Mais c'est sûr qu'on veut vous parler de la fameuse panne. Là. On va y aller très peu dans le technique parce que l'information, comme vous pouvez vous en douter, n'est pas très très publique sur ce qui s'est passé réellement. Là. On a quelques petites informations, mais on veut parler des différents problèmes, du moins dans les dernières semaines pour Facebook. Donc la panne, certes, mais aussi beaucoup, puis je vais introduire un petit peu avec ça là, le fameux... la lanceuse d'alerte, si on peut dire, là, qui est passée devant le Congrès américain là, pour soulever des problématiques. Et c'est un petit peu tout ça qui a entraîné là, une déchéance. Là, la sortie publique de Madame Frances Haugen, pour être exact, suivi de la panne, suivi maintenant, si on peut dire, là, des discussions sur l'importance de Facebook. Là, on va faire une espèce de petit tour d'horizon là-dessus. Juste avant, pour introduire, comme on l'a dit, là, c'était parler un petit peu de ce qui s'est passé. Fait que, avant toute chose, et pour commencer un petit peu là, les dernières semaines, il y a une dame là, qui est sortie, qui était une ancienne employée de Facebook, là, qui, avant de quitter de mémoire là, de son propre gré, là, mais vous pourrez me corriger si jamais ce n'est pas le cas, mais je crois que c'était de son propre gré, elle a recueilli énormément d'informations au sein de la compagnie sur le fait, au final, et la thèse était quand même assez simple, c'est que Facebook, et c'est pas quelque chose qui est fortement étonnant quand on y pense, mais Facebook a intérêt quoi? L'argent et non la protection de ses utilisateurs. Donc, c'était la trame initiale. Elle soulevait beaucoup, en fait, de problématiques liées à tout ce qui était relatif à, entre autres, tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, la violence, les propos haineux, la montée un petit peu de l'idéologie extrême trumpiste, entre guillemets. Là. On peut être fan de Trump et ne pas être extrême, mais c'est ce qui s'est passé, par exemple, au Congrès américain au début du mois de janvier. C'est un bon exemple. Donc, de montrer que Facebook au final, préfèrent ne pas légiférer tant que ça l'information qui se transmet au niveau de leur page, de ne pas légiférer au niveau des groupes, de vraiment laisser les choses aller parce qu'au final, eux, ce qui les importe, ce qui importe à cette compagnie-là, c'est les données
et uniquement les données et pouvoir les revendre et faire de l'argent au final avec ça. C'est leur business model d'une certaine manière. Il y avait également toute la logique, parce qu'on sait qu'on parle de Facebook, on parle également de Instagram et on parle également de WhatsApp. Il y a également tout le volet et qu'elle a soulevé également dans sa présence devant le Congrès. Tout le côté négatif d'Instagram, entre autres, pour la jeune génération. T'sais, on sait qu'Instagram devient un petit peu l'illusion de la perfection, autant en termes de mode de vie, en termes de look, en termes de peu importe. Donc, elle déplorait également beaucoup que Facebook, de par sa possession d'Instagram, ne fait absolument rien pour ne pas transférer une espèce d'idéologie sociale, de faire attention à son poids, de manger de manière équilibrée, d'être un petit peu extrême dans ses habitudes de vie pour ressembler, par exemple, à des influenceurs qu'on adore. Donc, c'était un peu une opinion qu'elle avait qui était très bien fondée parce qu'elle avait obtenu une tonne de documentation qui prouvait effectivement, encore une fois, la trame centrale de Facebook, tout ce qui compte c'est l'argent et les données, le reste on s'en fout, la protection, l'image, l'impact social, c'est pas trop prioritaire. Ce qui est curieux, et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est cette logique de lanceur d'alerte-là, et ça c'est peut-être le petit topo final que je vais faire avant de transiter vers ce qui s'est passé plus en termes techniques là, avec la panne généralisée. Cette logique de lanceur d'alerte-là dans le monde des big tech, c'est pas quelque chose qui est fréquent. C'est quelque chose qui, en fait, ce qu'il mentionne, et c'est un petit peu une tangente curieuse, c'est quelque chose qui va commencer à se développer, mais qui ne devrait pas se reproduire fréquemment. Parce que les compagnies, les grandes compagnies tech, au final, n'aiment pas ça. Et toute la réaction de toutes les compagnies tech de ce que Mme Hogan a fait présentement, ben, c'est de renforcer justement le fait de sortir. Il passe un petit peu à la chasse aux sorcières et c'est caché, mais présentement, les big tech au niveau de la Californie, c'est ce qu'elles tentent de faire. D'éviter que toutes les autres corporations, que les Google de ce monde, qui au final font la même chose. C'est des compagnies tech, au final, on pense qu'ils offrent un service, mais en réalité, c'est tout ce qui importe, c'est le big data et la revente du big data pour le côté publicitaire, par exemple. Donc, ce qui est inquiétant, c'est ce qu'elle a fait, c'est très bien. Malheureusement, sa vie va être affectée négativement, parce que présentement, on s'entend que sa carrière dans les big tech, elle ne pourra vraisemblablement pas retourner dans une big tech comme ça. Espérons qu'elle puisse développer une carrière politique et qu'elle puisse pousser cet enjeu-là, parce que je crois que c'est un enjeu social qui est très, très, très important à aller plus loin. Mais ce qui m'inquiète, c'est de dire, plutôt que d'être un peu, en bon anglais, mais pave the way pour que les personnes ou d'autres personnes puissent soulever ce genre de problématiques, puissent sortir de leur corporation en disant, écoutez, les big tech, on a des problématiques, c'est important d'en parler, c'est important. Voici des faits accablants, papier écrit, qui prouvent les intentions négatives et l'effet néfaste, au final, des big tech envers leurs consommateurs, envers la population en général. Mais ce que j'ai peur, c'est que ce soit plus un aspect où les big tech vont littéralement soit licencier des personnes, soit mettre en place des restrictions ou des réglementations qui vont être hyper critiques pour ces personnes-là. Donc c'est un petit peu ça, c'est juste la trame initiale. Ce qui est curieux, et Gab, je vais te passer la parole là-dessus si tu veux compléter un petit peu sur cette partie-là et sur ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près le lendemain de la fin de sa présence devant le Congrès, ben soudainement, Facebook, Instagram et WhatsApp ne fonctionnent plus avec ce qui, en termes un peu de théorie du complot, serait un sabotage interne. Ouais, après, on n'a pas toutes les informations encore, là. C'est vrai que on a des informations, en tout cas, que j'ai eues dans la presse généraliste. Il semblerait qu'en fait, c'est plus une erreur humaine qui ait provoqué la panne et non du tout un hack ou comme a pu se passer. Ça a été une semaine un peu, c'est vrai, très particulière, en fait, pour les big tech. Non seulement cette révélation du côté de la whistleblower, c'est madame, c'est comment tu l'appelles, madame Hogan, c'est ça? Exact. Ouais, tu vois, les révélations qu'elle a été publiées ont été données dimanche dernier, en fait, dans l'émission très populaire américaine 60 Minutes, donc 60 minutes en français. Et c'est vrai que ça a été une onde de choc, je dirais. Et tu peux comprendre en fait l'impact de Facebook dans la vie de tous les jours, donc, par exemple, ou dans des événements tragiques comme par exemple la prise du Capitole comme on a eu en janvier passé. Apparemment, en fait, l'algorithme est programmé d'une certaine façon, si tu veux, pour que on ne supprime pas du contenu complotiste, ouvertement complotiste et faux, juste parce que malheureusement pour le référencement c'est bon en fait. C'est un peu, on entend parler beaucoup aujourd'hui de YouTube Money, etc. Là. C'est un peu la même chose. C'est la même chose. Essentiellement, c'est la même idée qui est derrière ce problème-là. Et un autre problème qui a été souligné par cette femme, c'est l'idée que la modération est encore
très, très superficielle chez Facebook. Là. De ce que j'ai compris, environ 90% des posts qui sont supprimés, en fait, le sont sur des contenus en anglais. Donc c'est vrai alors que ça représente à peine 20% en fait de la communauté générale de Facebook, qui est un réseau mondial, si tu veux, et qui est d'ailleurs le réseau social le plus populaire, je pense, dans tous les pays du monde, à l'excepter Absolument. probablement de la Russie, qui doit être avec Vcontact, et la Chine Et la Chine, ouais. avec, avec je sais plus, là, Baidu ou Ouais, exact. Je me souviens plus non plus exactement du site. en tout cas, mais si tu veux, c'est vraiment le réseau social le plus important au monde. Alors c'est vrai que je pense que c'est un point à évaluer. Et tu l'as bien souligné, je trouve que la position, si tu veux, aussi de force avec différentes promotions de contenu, par exemple avec Instagram, WhatsApp, cet ajout de 3 applications, en fait, qui sont aujourd'hui, on se rend compte, ultra essentielles, fait que, bah, tu veux, non seulement quand il y a un problème, bah là, on a 2 problèmes. On a un problème au niveau de la vie privée, je pense, qui se pose, puis un problème technique avec ces espèces de pannes. Alors, je pense que, puis on va passer là-dessus, c'est vrai que la panne aussi, elle n'a pas non plus de conséquences, je pense, foncièrement. C'est sûr que bon, tu as des revenus de publicité en moins là, pour Facebook, là, puisque tu as moins d'impressions. Mais en revanche, on a été les premiers, dès que la panne était finie, à se reconnecter, à réutiliser le site comme si de rien n'était. Ça arrive dans sur tous les sites. Tu te souviens, par exemple, qu'il y a quelques années, je crois que c'était début 2010, tu avais eu Sony avec le PlayStation Network qui pendant des mois Mhm. fonctionnait pas parce qu'il y avait eu le hack qui avait été fait. Et pourtant, les utilisateurs ont été patients. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui est stable, etc. Puis que les gens continuent à jouer et à utiliser. Donc je pense pas que ce soit si catastrophique. C'est vrai que bon, t'essayes d'éviter ça, hein, surtout si c'est une erreur humaine. Et ça prouve aussi, je pense aussi, le manque de préparation aussi de Facebook à un scénario catastrophe, si tu veux. On l'a dit, hein, et d'ailleurs les politiciens américains, comme par exemple comme EOC, l'ont repris. On me dit, bah, EOC a dit que WhatsApp te permet de garder un contact important avec ta famille, etc. Ce qui est vrai, parce que tu vois, quand c'était la panne, c'était le jour de mon anniversaire, et personne n'a été capable, tu vois, de m'appeler, tu vois. Ça, on se rend compte, on se dit, ah ouais, sans WhatsApp, c'est un peu emmerdant, et c'est là où tu te dis quand même, cet empire avec 3 applications ultra que tu consultes tous les jours, en fait, bah c'est une position de force qui est inquiétante, et c'est vrai que la discussion qui se dit qui est en train de se discuter à Washington, de peut-être se dire, bah, faudrait peut-être séparer en fait ces applications-là, il faudrait qu'elles soient indépendantes, ou comme il s'est passé par exemple avec Bell, par exemple dans les années 80-90, ou même avec la Standard Oil évidemment des Rockefeller, c'est de démanteler cet empire-là par la force en fait. Ben, exact. Puis tu sais, c'est un peu ça, comme on a dit, avec la partie initiale qui a été soulevée, avec la whistleblower, avec la panne et tout. Le problème, c'est que Facebook se retrouve avec une attention vraiment plus importante médiatique qu'elle le désirait. Je ne crois pas que l'intérêt était de se retrouver présentement avec un point de discussion sur ben, qu'est-ce que devrait être Facebook. Est-ce que la réglementation sur les médias sociaux, par exemple, devrait avoir lieu? C'est probablement la dernière chose que Facebook avait besoin présentement avec le genre de mois qu'ils viennent de vivre. Donc, c'est un petit peu ça la particularité et la problématique là-dedans, c'est, moi, je vois 2 choses. La discussion sur, OK, ben Facebook a perdu, encore une fois, on pourra en parler très brièvement, a perdu quand même un peu d'argent en termes de valorisation boursière. Au courant des derniers mois, c'est bien évident. Là, quand il y a de la mauvaise presse, ça vient automatiquement quand même avec un peu d'inquiétude et souvent de la vente de certaines parts. Ce qui est important de soulever, par contre, c'est le fait de dire, ben, tu l'as dit, la logique de est-ce qu'un gouvernement pourrait décider ou est-ce que les gouvernements, par exemple, pourraient imposer à ce que Facebook ait à se départir d'Instagram ou à se départir de WhatsApp, par exemple. Ben, la problématique que j'ai, c'est encore une fois, les règles commerciales, le droit commercial, le droit des affaires, par exemple, ben, c'est quoi la jurisprudence là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes écrits pour que le gouvernement, sur quelle base est-ce qu'il pourrait imposer ça? Ça va être, encore une fois, selon moi, des années. On parle pas de quelque chose qui va arriver le mois prochain. S'ils décident d'avoir une discussion là-dessus, il va falloir avoir des preuves, il va falloir réellement avoir de l'information sur les mauvaises intentions, ou du moins sur le fait que Facebook n'agit pas adéquatement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est que c'est pas une mauvaise idée, le fait de dire, OK, ben on va scinder Facebook. Il y en a qui parlaient de même privatiser la partie médias sociaux
qui a un impact du moins sur les communications internationales, mais également sur les affaires, par exemple, de commerçants, etc. Donc les marketplaces de ce monde, etc., ben, de rendre ça à l'extérieur de l'aspect Facebook et de dire ben, le gouvernement maintenant a un œil là-dessus. C'est des théories, c'est des idées qui sont bonnes, mais ce qui m'inquiète, et je crois que c'est peut-être encore plus large, et c'est un sujet qu'on pourra faire à un autre moment également, c'est je ne crois pas que les gouvernements internationaux ont une compréhension suffisante du big data en termes de cerveau qu'ils ont au sein du gouvernement dans le but de réellement pouvoir s'immiscer dans ce genre de compagnie-là, dans ce genre d'industrie-là. On le sait, là, on pourrait parler à quelqu'un qui travaille dans le big data puis lui demander est-ce que tu préfères travailler au privé ou travailler dans le gouvernement? Et juste en termes de rémunération et en termes d'avantages, souvent ces personnes-là n'ont aucun intérêt d'aller travailler au gouvernement. Donc, comment est-ce que le gouvernement, par exemple, on dirait le gouvernement du Canada si on parle d'ici, là, mais comment est-ce qu'on pourrait dire, OK, ben le Parlement et l'expertise, par exemple, du ministère des technologies, peu importe ce serait quoi le nom, là, pourrait avoir pour assurer de bien légiférer les opérations des grandes big data, alors que, on a déjà pas, même si on est des cerveaux de big data, on n'a pas accès à toutes les informations et tout. Je me dis, c'est des belles idées. Qui n'ont peut-être pas, et c'est là-dessus que je vais conclure, là, mais qui n'ont peut-être pas de facilité à mettre en place parce que en termes de droit, ça va prendre des mois et des mois et des mois et des années à mettre en place. Et deuxièmement, si ça a lieu, ben, est-ce que les gouvernements ont vraiment des personnes et des cerveaux qui ont l'expertise ou est-ce que les gouvernements ont la capacité de recruter des cerveaux qui ont l'expertise là-dedans? Moi, personnellement, je ne crois pas. Je trouve ça un peu... je partage là, pour le coup parfaitement ton opinion, JP. Je trouve ça particulièrement brillant ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est pas normal que ton régulateur soit moins averti des enjeux technologiques que la propre entreprise. Je trouve que c'est un non-sens total et c'est vrai que et même très récemment, je regardais l'actualité. Une des façons que je suis l'actualité, je te dirais, c'est plus avec la radio, etc. Française particulièrement. Je suis un très grand fan de C'est dans l'air, tu vois. Par exemple, toutes les semaines, je regarde ça. Donc pour nos auditeurs français, bah, si vous regardez pas déjà, bah, regardez. C'est vraiment une émission de grande qualité. Quand j'entendais, ils ont fait un numéro il y a quelques semaines. En fait, c'est même pas il y a quelques semaines, c'était il y a quelques jours justement en réaction à Facebook. Et quand tu voyais, si tu veux, les intervenants déjà, donc de la presse, qui sont censés être spécialisés, là, je veux dire, c'est une émission, si tu veux, c'est pas grand public, mais c'est grand public, mais pas non plus très généraliste. Et c'est pas Hanouna au niveau de les contenus, Ouais. c'est quand même calé, etc. C'est des intervenants de qualité. Et tu voyais, ces intervenants-là étaient complètement largués, si tu veux, par les jeunes, les réseaux sociaux. On confondait, par exemple, les réseaux sociaux, par exemple, des politiciens avec tout simplement bah, l'univers du jeu en ligne, par exemple, qui est quand même ultra important aujourd'hui. C'est des enjeux que je pense que les décideurs politiques sont pas encore prêts, si tu veux, et comprennent mal. Et c'est vrai que je pense que ça prendrait, si tu veux, vraiment des vrais experts, si tu veux, d'un point de vue, par exemple, de cybersécurité, je pense, au niveau vraiment aux têtes de l'État. Cybersécurité aussi, on peut-être aussi en data intelligence, tu veux, avec par exemple, on entend de plus en plus parler de machine learning, de big data, etc. C'est des choses où tu devrais avoir des décideurs politiques vraiment haut placés qui connaissent ces enjeux-là, etc. Puis qui comprennent l'intelligence artificielle. Tu vois par exemple les Chinois qui mettent des milliards, si tu veux, sur l'intelligence artificielle. On en parlera un peu plus dans la deuxième partie. On n'a pas ce côté-là, malheureusement, dans les démocraties occidentales. On est un peu largué là-dessus. Et c'est vrai que... Après, c'est peut-être aussi quelque chose, aussi un écart générationnel aussi qui fait ce problème-là, étant donné que souvent les hommes politiques ou les décideurs politiques sont quand même souvent plus âgés, si je comprends. Mais je pense que c'est important de prendre en compte ces enjeux, évidemment, d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux, l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui est fondamentale parce que ça peut décider d'élections, ça peut décider, si tu veux, ça peut décider vraiment de tout et d'une carrière. Hein. Ça peut décider vraiment ça a des enjeux considérables. Je te donne un exemple et je vais quitter là-dessus et je pense que on pourra passer à la partie suivante après ça. Tu vois, par exemple, quand toi t'embauches quelqu'un, par exemple, toi JP, je sais que t'as eu l'occasion de faire des dotations, donc faire d'embaucher de nouveaux employés pour ton équipe. Quelle est la première chose que tu regardes?
Mais c'est sûr que le LinkedIn, ça passe en partie par... et encore une fois, c'est un bon point, ça dépend encore une fois de l'industrie, mais le LinkedIn, il y a plusieurs compagnies, on s'entend quand on a travaillé dans nos premiers jobs, on était dans les épiciers, là, comme toute personne qui commence à travailler. Ils peuvent même aller fouiller sur ton Facebook à ce moment-là quand tu es un jeune ado pour voir, donc effectivement, ça a un impact sur chacune des phases de ta vie au final, les médias sociaux. Puis même, tu vois, un point que je vais juste relancer, puis je te repasse après si tu veux conclure, là, mais une des problématiques, c'est, on dirait, et ça, c'est ce qui, en bon anglais, me mind-blown complètement, là, mais on dirait que tout le monde réalise de plus en plus, l'importance des médias sociaux dans la société, dans la vie de tous les jours, et deux, l'importance de nos données et de comment est-ce que nos données sont utilisées. Mais en réalité, malgré la connaissance et la compréhension de ça, mais au final, c'est pas ça qui gagne des élections. Donc c'est pour ça que le point qu'on disait de pourquoi est-ce que les gouvernements ont de la misère à mettre en place des expertises de big data qui permettraient de légiférer les compagnies de tech et les médias sociaux, par exemple, comme Facebook l'est, ben c'est en partie ça. Ça va même pas acheter des voix, alors que c'est des problèmes qui sont sociétaux. On en parle, les élections canadiennes viennent de se terminer. Est-ce qu'on a parlé de big data, de protection de l'information personnelle et des médias sociaux? Jamais de la vie. On a parlé de vacciner les employés de l'État et de l'intérêt du Canada pour les pipelines. C'est à peu près tout ce qu'on a fait, alors qu'en réalité, c'est ce que je trouve triste, c'est pourquoi est-ce qu'on peut pas vraiment blâmer tant que ça les gouvernements, parce qu'au final, en tant que société, malgré le fait qu'on clame haut et fort qu'on a de l'importance là-dessus et on est sensibilisé maintenant, ben c'est pas ça qui achète nos votes, et donc on sait c'est les votes qui font changer les actions des gouvernements. Donc malheureusement, je me dis, tant qu'on n'aura pas que cette compréhension-là ne va pas se traduire dans des votes ou dans de l'intérêt politique, à ce moment-là, peut-être que ça changera les gouvernements, mais présentement, c'est clairement pas le cas, et c'est un petit peu ça la problématique, je ne vois pas comment dans 15 ans le statu quo serait bien différent, sauf si soudainement la compréhension des médias sociaux, la compréhension du big data ou de nos données personnelles deviendrait renforcée dans un contexte plus concret gouvernemental, ce qui n'est malheureusement pas le cas étonnamment présentement. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des changements à venir, hein. C'est vrai que on le voit, même tu vois, à l'époque de l'apparition, par exemple, du système bancaire, je te donne un exemple très simple, la régulation est venue avec le temps. Tu sais, après la crise des années 30, tu as entendu parler probablement du Glass-Steagall. Tu sais, c'était l'acte fondateur en fait de une des premières régulations bancaires qui s'est fait telle qu'on connaît aujourd'hui. Et souvent, les industries, c'est comme ça, c'est qu'au fur et à mesure, si tu veux, qu'il y ait des pépins, bah, qu'on crée évidemment des régulations, etc. Et on t'en avait déjà parlé, je pense, dans un des derniers épisodes, mais bah, je pense que ça datait de la saison 1 quand on avait parlé de Lehman et de la... Bah, tu as eu Dodd-Frank essentiellement. Et ça, c'est la même chose à chaque fois. Donc peut-être qu'il va y avoir des questions aujourd'hui qui vont se poser au niveau non seulement de la sécurité des données personnelles, de la vie privée aussi, de la protection de la vie privée, évidemment, c'est un des enjeux qui est repris. Et je pense aussi évidemment ce côté too big to fail informatique, si tu veux. Tu vois que bah, tu as des millions d'entreprises qui vivent aujourd'hui, qui ont besoin de Facebook pour exister, ils font leur pub sur les pubs d'influenceurs, etc. C'est un peu ça. C'est un peu, moi, ce que je pense qui est important à retenir de cette affaire, de cette semaine compliquée telle qu'ont vécu vraiment le marché de la technologie de l'information ou en tout cas des réseaux sociaux de manière générale. Donc, je pense qu'on va apprendre aussi de cette situation-là, et j'espère que évidemment ça va nous poser des questions de savoir comment on sécurise un parc aussi informatique, etc. On pourra en parler pendant des heures en fait, parce que c'est un sujet assez large et assez passionnant aussi en même temps. Effectivement, mais comme on l'a dit, on en profitera pour faire des suivis là-dessus. Encore une fois, c'est clairement pas la dernière fois qu'on en entend parler, là. Comme on a dit, le débat sur Facebook et la scission de Facebook, ça risque de faire couler beaucoup d'encre dans les prochains mois, donc on risque de faire une partie 2 là. Si tout le permet, et comme tu as dit Gab, je crois que c'est un sujet qui est super intéressant, et je crois que notre génération à nous est quand même énormément sensibilisée là-dessus, donc c'est très intéressant qu'on puisse en parler davantage. Mais pour l'instant, passons à notre deuxième segment pour aujourd'hui, le Place au débat. Parfait. Donc, le sujet d'aujourd'hui, et comme j'ai dit, Gab, je vais te rediriger la parole rapidement là, pour entamer tout ça. Donc, on veut vous parler de ce qui se passe présentement entre la Chine, qu'on va mentionner continentale, là, pour ne pas pas partir un débat dès l'introduction du sujet, là, mais la Chine continentale par rapport à Taïwan, pour ne pas définir encore une fois quelle Chine est considérée ou peu importe, là, mais la Chine continentale, Xi, par rapport à Taïwan, et la présidente, là, que son nom m'échappe présentement, qui est Tsai Ing-wen, si je me trompe pas.
présentement au niveau de Taïwan. Et on veut vous parler un petit peu en fait de l'escalade des tensions qu'il y a présentement, qui est un petit peu soudain. Là, souvent, en fait, c'est des relations qui sont tendues depuis quand même plusieurs dizaines d'années, et même, je crois, près de 77 décennies, je pense que c'est 72 ans là, qu'il y a des problématiques depuis la fin de la guerre civile chinoise. Et présentement, on voit qu'il y a quand même certaines, peut-être pas pour la première fois, mais il y a un certain projet qu'on semble voir au niveau de la Chine continentale par rapport à Taïwan, qui semble être soit fait présentement avec un dialogue, ou bien fait de manière plus militaire. Et c'est un petit peu de ça qu'on veut parler, de c'est quoi les bases de toute cette relation-là un petit peu compliquée et des tensions qu'il y a depuis les dernières années, mais également où est-ce qu'on s'en va avec ça et surtout l'impact que ça pourrait avoir si jamais, plutôt que d'avoir une entente diplomatique, un statu quo ou un changement au niveau de cette interrelation-là, si c'est un contexte militaire, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quand même assez intéressant à voir. Et on sait que la Chine continentale n'a quand même pas beaucoup de limites présentement au niveau de ses activités internationales. On en a parlé avec les roues de la soie qui est un petit peu plus positif, mais présentement ce qu'on voit avec Taïwan pourrait virer un petit peu moins positif si on continue comme ça. Donc c'est de suivre un petit peu l'agenda, puis je vais te laisser Gab peut-être commencer un petit peu sur le sujet là, pour entamer. Ouais, puis je pense que ce serait bon de faire une micro-introduction un peu pour présenter aussi Taïwan, parce que souvent les gens comprennent mal en fait le statut de cette île-là, en fait, qui est l'île de Formose, en fait, de son nom en français. Euh, et c'est vrai que la situation de Taïwan est assez complexe. Hein. C'est une histoire qui commence, comment dire, en fait, dans les années 20, en réalité. Hein, parce que ça commence, en fait, aux origines, si tu veux, de la guerre civile chinoise, en fait. Taïwan, ou de son nom officiel, la République de Chine, ou Republic of China, c'est un des deux gouvernements en fait qui revendique en fait l'entièreté du territoire chinois ainsi que Taïwan, donc l'île de Formose en fait. C'est un peu comme c'était en fait un gouvernement en exil en fait. Et ce qui s'est passé en fait sommairement, on fait une histoire très. Alors, j'aimerais en parler pendant 1 heure si on pouvait, mais malheureusement on vous perdrait. Là, puis je pense que il y a des personnes beaucoup plus compétentes, je pense, pour discuter histoire. Même si encore une fois c'est un sujet passionnant, Taïwan en fait est les vestiges en fait du gouvernement en fait nationaliste chinois en fait. Après la guerre civile chinoise a commencé, je crois que c'était dans la fin des années 20 en fait en Chine en fait à la chute de l'empire en fait, donc la monarchie chinoise. Et donc pendant une période en fait qui s'est déroulée en fait jusque à la fin des années 40 en fait. Donc après la Seconde Guerre mondiale, même s'il y a eu une trêve en fait pendant la Seconde Guerre mondiale évidemment pour essayer de combattre l'envahisseur japonais en fait de l'autre côté. Taïwan en fait était le gouvernement nationaliste en fait de la Chine. Donc tu avais les communistes évidemment dirigés par, on le sait tous, Mao Zedong, hein, qui ont officiellement en fait repris le pouvoir en fait à Pékin en 1949 si je me souviens bien, et qui est devenu en fait le gouvernement en fait qui dirige en fait la Chine continentale. Donc la République populaire de Chine était née à ce niveau-là. Par contre, le gouvernement des nationalistes, donc à l'origine de Chiang Kai-shek, s'est réfugié donc sur l'île de Formose en fait et ont fondé donc du coup leur propre gouvernement qui existe toujours en fait. Donc les deux entités, donc la République populaire de Chine et la République de Chine, elles revendiquent l'entièreté du territoire chinois, même si dans les faits évidemment le Taïwan ne possède évidemment qu'une minuscule île par rapport à l'entièreté évidemment du territoire chinois qui est évidemment beaucoup plus gros. Donc évidemment la position de force à la fin, c'est évidemment le gouvernement communiste évidemment qui l'a. Alors c'est vrai que la position du coup avec Taïwan a toujours été très tendue parce que les deux gouvernements ne se reconnaissent pas mutuellement. C'est-à-dire qu'ils disent nous vous n'êtes qu'en fait qu'une seule, vous ne faites partie de nous, mais vous êtes comme des révolutionnaires en fait. Exactement comme d'ailleurs en Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Hein. C'est la même situation. C'est ce qui s'est passé aussi au Vietnam, aussi dans les années 70, avec le Nord-Vietnam qui était plutôt pro-communiste. Donc c'est des vestiges en fait de la guerre froide en fait. C'est cette situation en fait, cette espèce de situation de statu quo qu'il y a depuis les années 70. Et c'est vrai que progressivement, Taïwan a perdu sa réputation. Officiellement, c'était d'ailleurs l'État qui représentait à l'ONU jusqu'en 1971. C'était l'État qui représentait la Chine, par exemple, à l'Organisation des Nations Unies.
Et il y a une résolution qui est passée à ce moment-là et qui a dit qu'en fait le siège du membre de conseil permanent de l'ONU est passé en fait à la République populaire de Chine, qui était considérée comme le gouvernement légitime, si tu veux, de la Chine. Et Taïwan est malheureusement a perdu évidemment sa reconnaissance internationale au fur et à mesure des années. Elle reste notamment quand même l'allié principal dans la région, évidemment, de la superpuissance, évidemment, à la fin de la guerre froide. Je l'ai nommé les États-Unis d'Amérique, évidemment. Même si elles ne reconnaissent pas officiellement Taïwan comme un État, la relation est très excellente. Il n'y a pas officiellement, tu vois, par exemple, d'ambassade entre Taïwan et les États-Unis. Tu as des centres culturels, on appelle ça des centres culturels taïwanais, mais ça fait office d'ambassade. C'est des ambassades de fait, évidemment. Par exemple, Taïwan n'a pas de passeport. Il a ce qu'on appelle un document de voyage ou un laissez-passer. Tu vois, tout est fait en gros pour que ce soit comme en fait comme si c'était un État normal en fait. Donc oui, c'est pas un État qui est reconnu par la majorité des pays, comment dire, de l'ONU. En fait, il est reconnu officiellement aujourd'hui par 14 pays uniquement des 193 États membres de l'ONU. Mais plus le Saint-Siège, qui n'est pas un membre de l'ONU, mais qui est quand même un État plus généralement reconnu par la communauté internationale. Donc tu vois quand même que la position de Taïwan est dès le début, si tu veux, politiquement, ils sont très isolés évidemment parce qu'ils n'ont que des partenaires en fait évidemment pro-occidentaux, donc comme la Corée du Sud, évidemment le Japon qui était l'ancien envahisseur évidemment de Formose. Évidemment on ne va pas repasser évidemment tout ça parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais c'est une situation de qui est compliquée. Tu as toujours eu des tensions qui remontent ou qui redescendent, tout dépendamment évidemment de l'appétit du gouvernement communiste, tu veux, de renvahir l'île. Ben exact. Et puis, tu sais, je pense que la mention présentement, et ce qui était quand même ironique, c'était la fête nationale de Taïwan était justement la semaine passée. Donc, c'est pour ça que le sujet est encore plus d'actualité. Au-delà là, de l'espèce des tensions militaires, là, souvent la Chine, en termes de tensions militaires, c'est souvent d'envoyer soit des bateaux ou bien des avions là, dans des zones qui ne sont pas techniquement liées au pays. Là. C'était pas dans les zones d'exclusion du pays. En fait, c'est dans les zones d'exclusion qui ne correspondent pas là, à ce qui est considéré comme étant le territoire national de Taïwan dans ce contexte-là. Ce qui est intéressant à voir, c'est la position, encore une fois, des deux parties prenantes là-dedans. Au niveau de Taïwan, et c'est ce que la présidente a mentionné, l'intérêt est au statu quo. L'intérêt n'est pas de mettre en place une alliance particulière. L'intérêt n'est pas de soudainement devenir une partie de la Chine continentale sous le gouvernement communiste, mais en étant un peu un État, un peu comme par exemple, si je ne me trompe pas, ils veulent répliquer, de certaine manière, je crois, ce qu'est Hong Kong présentement. Donc le fait que ce soit indirectement lié, mais que présentement, du moins, et avant une période de X nombre d'années, ça puisse faire leurs affaires par eux-mêmes. Donc Taïwan, très statu quo, très maintien du statut actuel, même si ce n'est pas idéal, même si, comme on l'a dit, il y a des tensions qui s'escaladent et qui se désescaladent sporadiquement. Alors que de l'autre côté, on en avait parlé également dernièrement, mais Xi a un intérêt depuis les roues de la soie pour un petit peu entériner la légitimité de la Chine continentale au profit de Taïwan d'une certaine manière. Donc c'est un petit peu, ce qu'on remarque dans les dernières années, c'est cette espèce des roues de la soie-là qui a un intérêt fort pour la Chine, mais qui est aussi le fait de dire, au final, la Chine donne beaucoup d'argent à plusieurs pays dans le but de favoriser leur infrastructure. On en a parlé, on ne parlera pas des remboursements et tout, là, mais il y a un petit peu des cadeaux qui sont faits à certains pays dans le but de, encore une fois, légitimiser la Chine et un petit peu mettre Taïwan face à un mur, de dire, au final, vous voyez, on a l'appui d'à peu près la moitié de l'Afrique, toute l'Asie et même de certains pays de l'Europe de l'Est. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous avez à peu près juste les États-Unis et les pays de l'OTAN presque qui sont de votre côté. Vous seriez effectivement beaucoup mieux et si vous décidez de ne pas entrer un petit peu comme les Hong Kong au sein de la Chine continentale, eh bien vous vous retrouvez un petit peu face à un mur, vous êtes dans votre coin déjà et ça va être encore pire et on va continuer encore une fois en bon anglais, à vous teaser avec des tensions militaires en envoyant des avions par-ci par-là juste pour, encore une fois, un petit peu déranger Taïwan, mais aussi déranger les États-Unis d'une certaine manière. Donc, c'est un peu ça qui est curieux. Xi, comme toujours, ne va pas empêcher et ne va pas enlever la discussion de dire un aspect militaire n'est pas mis de côté. On ne le souhaite pas, bien évidemment, parce que c'est quelque chose, encore une fois, qui digne, encore une fois, un petit peu de la guerre froide, comme tu l'as bien dit, Gab, c'est un peu la version 2.0. Là. C'est certain que si Taïwan a des enjeux militaires avec la Chine, les États-Unis également vont embarquer un petit peu. Donc c'est encore une fois en terre neutre qui n'est pas le continent techniquement chinois ni le continent américain, mais qu'on se retrouve encore une fois avec des intérêts de chacun des pays. Donc
C'est quelque chose, je crois, qui est intéressant depuis, comme on l'a dit, 7 décennies et qui l'est encore plus maintenant parce que je trouve que la position de la Chine est vraiment la- c'est la première fois, de mon avis, que la Chine est légitimisée de cette manière-là, avec des appuis quand même. Pas étonnamment, encore une fois, le but, ce n'est pas de faire paraître notre opinion là-dessus, là, mais la Chine a quand même beaucoup plus de légitimité maintenant et d'alliés, entre guillemets, à l'international qu'elle pouvait l'avoir avant. Donc elle se met dans une position de force qui était déjà assez évidente. On s'entend ils sont 20 quelques millions, je crois, à Taïwan, alors qu'ils sont des 1 point quelques milliards en Chine continentale. Donc autant il y a la force de la nation, entre guillemets, mais il y a aussi la force du support qui ne fait qu'augmenter. Et c'est ce qui m'inquiète un petit peu, la position de protection de Taïwan et la position de volonté d'être indépendant, le statu quo. J'espère qu'on peut encore parler qu'il y a 70 ans devant nous où ces tensions-là vont rester relativement pacifiques et qu'il va y encore y avoir cette indépendance-là. Mais on dirait que j'ai peur qu'il y ait cet intérêt-là pour la Chine d'aller de l'avant avec un peu, ben parfait, on vous impose d'une certaine manière que ce soit Hong Kong, comme ils ont fait avec la South China Sea. C'est maintenant notre territoire. On a mis à peu près 150 îles qui a absolument rien là-dessus, les 3-4 bateaux, puis vous vous arrangez avec vos problèmes maintenant. Ou bien, ce qu'on avait parlé, la fameuse force militaires maritimes de la Chine, qui sont en fait des espèces de faux bateaux de pêche, mais qui sont en réalité non pas des pêcheurs commerciaux, mais un peu des envahisseurs nationaux. Là, on a vu ça dans quelques contextes également dans le problème de la South China Sea. Donc, j'ai peur qu'il y ait cette espèce d'envenimement que, en fait, Taïwan n'aura pas le choix à un certain point, juste parce que la Chine va pousser le plus possible, sans action militaire, mais va pousser le plus possible les complications qui vont être causées envers Taïwan, et qu'à un certain point, ben, les États-Unis vont bien vouloir être alliés, mais la dernière chose que tout le monde désire, c'est une tension militaire à peu près indirecte ou directe entre les États-Unis et la Chine. Donc, c'est un peu mon inquiétude, c'est un peu également tout ce qu'on parlait, là, et ça, je veux pas qu'on revienne là-dessus trop, là, mais c'est le fait de dire, ben, la légitimité des États-Unis, avec les enjeux qu'ils ont eu dans les derniers mois au niveau d'être le gendarme mondial, ben, ça commence à réduire un peu, donc la vision de la Chine continentale de dire, ben, tu sais, États-Unis, laissez-nous gérer comme on veut avec Taïwan. C'est une relation entre Taïwan et la Chine continentale, vous n'avez pas d'affaires là-dedans. Mais on dirait qu'avec les décisions du gouvernement Biden présentement, c'est dur d'être le contraire et il n'y aura pas autant de nations qui vont se lever aussi rapidement avec les États-Unis. Tu la France, avec ce qui est arrivé avec les fameux sous-marins, est-ce qu'ils vont être aussi rapides à aller appuyer les États-Unis? Ils vont les appuyer, certes, pareil, mais ça reste qu'on dirait qu'il n'y a pas la même envie des États-Unis de dire parfait, on va s'opposer à la Chine continentale pour protéger Taïwan, venez avec nous. On dirait qu'ils n'aident pas vraiment leurs alliés à avoir un gros intérêt à embarquer avec eux aussi vite. Donc c'est un petit peu ça mon inquiétude. J'ai peur qu'au final ça devienne vraiment une relation entre Taïwan et la Chine directement et que cette espèce de pouvoir supplémentaire de la Chine continentale va juste entraîner effectivement une espèce d'annexe à la Hong Kong de Taïwan qui, comme on le sait, après un certain nombre d'années, va probablement juste tomber sous l'Empire chinois et puis ça va être terminé pour Hong Kong en mode démocratique et en mode indépendant. On l'a vu avec l'ensemble des répressions, des rébellions et des manifestations. Donc, ça m'inquiète un peu. Je me dis, je crois que de notre vivant, on risque de voir, espérons, un statu quo, mais j'ai des inquiétudes sur le fait qu'on risque de voir un changement dans cette relation-là. Parce que la Chine met vraiment beaucoup de pions sur l'échiquier dans le but de régler les dossiers problématiques qui peuvent à tout moment envenimer le gouvernement chinois. Et on voit que Taïwan est un dossier qui est quand même assez prioritaire, selon moi, pour Xi, de le régler, de le mettre de côté, et pour que, encore une fois, la Chine ne soit pas éclaboussée à gauche et à droite avec des enjeux de ce genre-là. Donc, c'est inquiétant. Encore une fois, on verra qu'est-ce qu'il y en a. Je sais pas, Gab, si tu as un autre point à dire, en souhaitant bien évidemment le statu quo et toujours là, aucun aspect militaire, c'est probablement la priorité. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent présentement et encore une fois, on va voir jusqu'où Xi, qui est à peu près président à vie, là, selon la nouvelle réglementation chinoise, pourrait se rendre. Oui, puis c'est vrai que la politique, si tu veux, tu l'as bien dit, JP, de la Chine unique, si tu veux, a fonctionné pendant des décennies. La Chine a tissé un lien de relation, notamment, et encore une fois, on se répète avec les nouvelles routes de la soie, c'est vrai que c'est encore mis en exsangue, évidemment, sur le premier plan. C'est que c'est vrai que ça permet aussi d'obtenir de l'influence auprès de nouveaux pays de l'ONU, donc par exemple les pays d'Afrique. Si tu veux, ça permet, tu en avais beaucoup qui reconnaissaient Taïwan, encore une fois, comme gouvernement légitime. Et c'est vrai que cette espèce de politique, donc du coup de la Chine unique, a permis, si tu veux, de progressivement éloigner Taïwan de la scène internationale. En revanche, c'est vrai que tu l'as bien dit, ils ont quand même la protection, si tu veux, tacite, si tu veux, des États-Unis. Donc je ne pense pas que ça ira aussi loin, étant donné qu'il faut avouer que Taïwan est lourdement armé et possède des dizaines de bases militaires américaines. Faut pas oublier aussi que les Américains sont quand même énormément présents dans la région. Hein. Ils ont des bases en Corée du Sud, au Japon,
qui font que, si tu veux, évidemment, il y a des partenaires quand même stratégiques, je pense particulièrement à Singapour, ainsi que dans tout le Pacifique, si tu veux, c'est rempli de bases militaires américaines, les îles Midway, etc., qui étaient des îles, en fait, d'anciennes îles japonaises, en fait, qui ont été recapturées pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, tu as tout un système, si tu veux dire, de relations qui fait que quand même la Chine, il faut qu'elle fasse attention. C'est que oui, effectivement, c'est une politique expansionniste. Et là, on parle de Chine continentale, donc de la République populaire de Chine. Faut faire attention parce que sa position aussi est entre guillemets, puis de passer pour l'agresseur, c'est jamais très bon, si tu veux. Alors que pendant des années, on a parlé, si tu veux, de la Chine bienveillante, si tu veux, qui veut se montrer sur le premier plan, si tu veux, des nations en tant que justement que puissance culturelle, de nouvelle puissance, tu veux, démographique, technologique aussi, etc., qui fait que, si tu veux, elle compte énormément. Mais en revanche, Taïwan, c'est un petit pays, donc il y a à peu près, je crois qu'il y a 22 ou 23 millions d'habitants à Taïwan versus 1,2 ou 1,3 milliard. C'est très petit, si tu veux, c'est très petit. Mais c'est un pays, si tu veux, qui a un développement technologique qui est exceptionnel, avec un niveau d'éducation qui est très 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 élevé, si tu veux, et je pense que quand même c'est un pays qui est capable aussi de se défendre aussi, parce que, encore une fois, ils ont le soutien logistique, si tu veux, des Américains. Il y a par contre un mouvement qui me paraît intéressant aussi à discuter avant qu'on rende l'antenne. C'est quand même depuis quelques années, notamment la présidente taïwanaise, malheureusement je me souviens plus de son nom, tu m'excuseras mon cher JP, vous nous excuserez chers auditeurs. Cette dernière serait partisane en fait, de ce que j'ai compris, de l'indépendance en fait de Taïwan. Donc c'est que, en gros, d'abandonner le système de dire on n'est plus chinois en fait, on est taïwanais à part entière. Et c'est vrai, de plus en plus de jeunes Taïwanais se considèrent en fait non pas comme chinois, mais comme Taïwanais avant tout. Alors ça poserait peut-être des problèmes, si tu veux, diplomatiques, etc., supplémentaires, parce que la Chine, ce serait inacceptable pour elle, parce qu'on compromettrait son intégrité territoriale, parce que tu dirais, bah non, Taïwan n'est plus la Chine. Taïwan, c'est la République de Taïwan, on est Taïwanais, on n'est plus chinois. Donc si tu veux, on n'est plus... Han, qui est évidemment le premier groupe ethnique chinois. Donc ça poserait, si tu veux, tout un tas de problèmes, et je pense que... C'est un point intéressant, c'est la seule chose aussi, puis encore une fois, comme tu dis, pour conclure, là, mais ça fait aussi une scission un peu dans la vie, parce que c'est pas tous les Taïwanais qui ont cette volonté-là, donc de scinder ce bloc uni de 23-24 millions de personnes, avec une idéologie de dire, OK, on n'est plus chinois, alors qu'il y en a très bien qui vont être en faveur de rester dans cette logique-là, surtout peut-être pas la nouvelle génération, on s'entend, là, et t'as la nouvelle génération qui sont plus, on est taïwanais maintenant. Je veux dire, tu viens un peu scinder un bloc qui devrait rester ensemble. S'il y a bien quelque chose qui peut assurer la force, selon moi, de Taïwan, c'est le fait que ces personnes-là gardent la même idéologie et continuent à travailler et à agir dans le même sens, si on peut dire. Donc c'est peut-être ça qui m'inquiéterait de dire. Je crois que c'est une belle finalité, ça pourrait être quelque chose qui devient favorable, d'arrêter d'avoir ce clash-là avec la Chine direct en termes nominal. Mais j'avoue que ça pourrait entraîner une scission, selon moi, de la vision et de l'idéologie des concitoyens taïwanais, ce qui est peut-être un peu défavorable. Mais bon, comme on l'a dit, je crois qu'il y a encore... Et c'est ce qui est bien, la majorité des sujets qu'on fait, on dirait, c'est de l'actualité courante, mais c'est quelque chose qui pourra encore une fois être parlé à chaque fois qu'il y a un nouveau développement dans les mois à venir, là. Mais je sais pas, Gab, c'est un petit point à faire avant sur ce sujet-là pour conclure, ou bien sinon je te laisse faire le petit mot de la fin également pour l'épisode. Je pense qu'on peut passer au mot de la fin, parce que je vois que le temps passe et on veut pas non plus vous perdre. Alors, n'oubliez pas évidemment que le podcast est disponible donc du coup sur YouTube. On vous invite à liker et à commenter, à partager aussi notre podcast si vous le souhaitez, à l'écouter aussi en version audio sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast si je me souviens bien, Overcast, vous les connaissez maintenant, c'est toujours les mêmes, mais normalement si vous tapez dans votre application préférée l'état financier, normalement vous devriez tomber sur nous. Je me suis assuré qu'on soit à peu près sur toutes les plateformes possibles. Puis n'hésitez pas à nous écrire aussi si vous avez des questions. Vous voyez qu'on essaye toujours de répondre à vos sujets si vous avez des idées, etc. Puis nous, ça nous fait plaisir, puis ça nous donne aussi de l'inspiration. Donc n'hésitez pas à le faire. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne semaine et merci à tous pour votre écoute. Bonne semaine tout le monde. Salut.